Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous préférer en cette fin de week-end sur la lucarne joyeuse. Sport Dimanche qui vous reçoit à l'instant aura un menu autour de 3 thématiques. D'abord, il sera question de la structure de notre sport à travers l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports. Un trésor qui se meurt à petit feu. Mesdames et messieurs, ensuite il sera question du handball, cette discipline qui reste fait la fierté de la pratique sportive en République de Guinée. Vous aurez tout à l'heure les échos avec un invité de taille. Enfin, charmants téléspectateurs, on bouclera cette émission par un sujet brûlant de l'heure, je dirais préoccupant de l'heure. Il s'agit bien du cas de nos cadets. Encore une fois, disqualifiés du tournoi zonal du côté de Dakar. Du côté de Conakry, la Fédération guinéenne de football, on crie au complot. Chez les spécialistes, on dit que la Guinée est un récidiviste. À quel point se situe la responsabilité? Pour en parler, on aura sur ce plateau un médecin spécialiste qui nous parlera de la spécificité de ce qu'on appelle un cadet. Mesdames et messieurs, telle est la charpente de Sport Dimanche qui, du reste, va être co-animée par d'éminents consultants et journalistes sportifs. À ma droite, je vais vous présenter Elhadj Sekouna Kamara, le Kuntigi du service des sports. Lui, en attendant, il reste. Kuntigi, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à toutes et à tous. Et je vous présente toutes mes condoléances suite à la disparition de votre homonyme. Merci beaucoup. Et par ricochet à toute la République de Guinée, oui, que l'âme de notre Kuntigi national repose en paix. Amen. Également, à côté de lui, il s'agit de présenter un éminent consultant, Amidou Kipola Bangoura. Il est du site africasport.org. Amidou, bonsoir. Bonsoir Isiaga, bonsoir à tous. Et voilà, le premier invité, et non des moindres, c'est un autre invité de taille. Il s'agit de M. Ibrahima Traoré. Il est le DG de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Isiaga. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'est une première, hein? Exactement. Ça ne serait pas la dernière. Je ne crois pas. On l'espère bien. Alors, charmants téléspectateurs, nous allons aller droit au but. En attaquant le premier sujet, on parlait du trésor qui se meurt à petit feu. C'est le soubassement de notre sport, à savoir l'Institut national de la jeunesse. Peut-être que vous, sur le plateau, vous allez vous demander ici tout à l'heure où se situe cet institut. Et le directeur est là pour nous faire la cartographie, la structure, le fonctionnement, les attentes et les manquements et les perspectives. Mesdames, monsieur le directeur, avant-propos, comment définissez-vous votre institut? Merci Siaga. Je suis très heureux d'être sur ce plateau pour parler de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, qui est un bijou, qui est, comme vous l'avez dit, qui est presque en voie de disparition. Mais on va se battre pour relever le défi parce que c'est un outil de réinsertion de la jeunesse guinéenne. Alors, c'est l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports. Nous sommes chargés. Il a été créé depuis le 22 mars 1994. Il fait 30 ans cette année. D'abord, l'École nationale des sports. L'École nationale avant des sports. que ça ne se mue en institut. En institut. Mais jusque-là, ce n'est que de la coque vide, hein, parce que sur le terrain, est-ce que l'institut existe? Je n'ai trouvé que le statut. Et voilà, alors là... Le statut de l'Institut national, c'est ce que j'ai trouvé, puisqu'on n'a même pas de siège. Donc, à notre arrivée aux responsabilités, on s'est battu au niveau des investissements et qui nous a accordé aujourd'hui une ligne de rénovation et d'équipement de l'Institut national de la jeunesse. Et il se déploie pour former, parce qu'on n'a même pas de formateurs maintenant. L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation physique, d'abord, nous, on forme les professeurs DPS, les professeurs d'éducation physique. Justement. Et les conseillers de jeunesse, mais qui est aujourd'hui, les concepteurs ont pensé que ça pouvait être un outil pour la locomotive. Hein? La locomotive. Oui. Parce que le sport n'est pas un hasard. Le sport doit quitter la rue pour revenir dans les écoles. Oui. C'était le but de la création de l'Institut. Mais hélas, c'est resté vain. On verra tout à l'heure à qui la faute. De l'autre côté, vous avez des questions, les attaquants de soutien? Oui, justement, à qui la faute, cette question mérite d'être posée. Oui. Et parce que tout ce que vous dites là, quand on voit, à ma foi, c'est une structure qui est très importante dans le développement du sport d'une manière générale. Oui. Et pour vous, cette léthargie est liée à quoi? Vu que l'Institut, quoique,
existe. Voilà, vous savez, il y a eu toujours des tergiversations, vous savez, l'interprétation. Quand l'Institut a été créé, il y avait l'École nationale de sport. Donc, il n'y a pas eu de compréhension. On dit non, ça ne doit pas rester sous tutelle du ministère de la Jeunesse, non, ça doit rester sous tutelle de l'enseignement supérieur. Donc, il y a eu ces tergiversations et ceux qui étaient là à l'époque, je crois qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur... je ne vais pas juger ici, puisque moi je viens d'arriver, je ne vais pas juger, mais voilà, c'est ce qu'on m'a raconté, qu'il y a eu des tergiversations, les gens ne se sont pas compris. Finalement, l'autorité s'est désintéressée de la structure. Voilà. Et maintenant, quels sont vos rapports avec non seulement le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais également le ministère de l'Éducation nationale? Très bien. C'est une bonne question. D'abord, nous sommes sous la tutelle technique du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique, sous la tutelle du ministère des Sports. C'est un EPA doté de la personnalité morale, voilà, et une gestion autonome, donc qui est pourvue en subvention, voilà, même si la subvention elle est maigre, mais en tout cas c'est un EPA comme les autres, voilà. Et nos rapports avec les autres, le ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes en train de rétablir ce rapport, mais c'est très difficile puisque pour eux, aujourd'hui, tout ce qui est de l'enseignement supérieur doit relever d'eux. Or, dans la création de l'Institut national de la jeunesse, il a été dit que la tutelle technique doit rester au ministère de la Jeunesse parce que c'est le ministère de la Jeunesse qui est le consommateur des produits. Et ils doivent avoir un regard, l'enseignement supérieur doit avoir un regard sur le programme enseigné. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est mal compris avec ceci. À notre arrivée, nous avons élaboré un référentiel de formation en STAPS et en stage, c'est-à-dire sciences et techniques des activités physiques et sportives et sciences et techniques des activités socio-éducatives. Donc, c'est ce qu'on présente à l'ANAC. L'ANAC d'ailleurs a validé, mais pour le moment, je ne sais pas, il n'y a pas de compréhension entre le ministère de la Jeunesse et l'enseignement supérieur, parce qu'eux, ils sont dans l'optique de créer un autre institut. On dit non, il ne faut pas créer un autre institut. L'institut existe déjà. Il suffit de regarder nos programmes d'enseignement, si c'est conforme au système LMD, et puis vous validez, et puis on continue. Vous avez un droit de regard, mais il y a cette incompréhension. Et je crois qu'il y aura l'arbitrage pour lever cet équivoque. D'accord. Autant que le ministère de la Jeunesse et des Sports est consommateur, je pense aussi que le ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire, parce que vous parlez de l'éducation physique et sport. Donc ça, c'est dans les écoles secondaires. Est-ce que vous avez aussi des bons rapports avec eux, puisque vous venez d'arriver? Merci beaucoup. On est en bon rapport. D'abord, le diagnostic du service national de sport scolaire. Le directeur, c'est M. le Dr Donzo. Il m'a fait le diagnostic. Il dit qu'il y a un besoin aujourd'hui sur le terrain, puisque dans la loi 2021, promulguée par l'ancien régime, on dit que le sport doit être obligatoire dans tous les établissements scolaires. Aujourd'hui, il y a un manque de 8000 professeurs d'éducation physique dans nos écoles. Et c'est l'Institut qui doit les former. Voilà. On est en bon rapport, on est en train de se battre pour qu'on puisse relever ce défi. Voilà. Oui, Monsieur le directeur, pour vous, parce que avec l'existence de l'Institut, dans le fonctionnement, vous avez des petits problèmes, des problèmes que vous n'avez pas créés, mais que vous avez trouvés entre le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement, comme vous l'avez dit, l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui, pour résoudre ce problème, depuis que vous êtes arrivé, est-ce que vous avez fait des prises de contact dans ce sens? Nous avons fait des prises de contact, raison pour laquelle je vous ai dit que l'enseignement supérieur, quand on est allé à l'enseignement supérieur pour les expliquer le problème, ils nous ont dit, vous êtes bienvenus. Nous, on était dans l'optique de création d'un nouvel institut. J'ai dit, non, l'institut existe déjà, je l'ai montré, les statuts, les règlements, tout. Ils ont dit, d'accord. Ils nous ont dit, allez-y, vous allez revenir avec les référentiels de formation et les lois. On est venu avec les référentiels de formation et les lois qui stipulent que l'Institut doit être sous double tutelle, la tutelle académique qui est l'enseignement supérieur et la tutelle technique qui est le ministère de la Jeunesse. Ils ont regardé, ils nous ont dit, ils nous ont opposé qu'il y a une loi DPS qui a été créée, qui a été votée en 2023.
c'est-à-dire établissement public à caractère scientifique, qui régit les instituts et les universités guinéennes, mais dont l'Institut ne fait pas partie. Donc ce qu'il faut faire, il faut que l'Institut, c'est-à-dire on fait table rase, et puis on adopte cette nouvelle loi. On dit non, la loi qui crée, la loi de DPS n'est pas opposable à l'Institut national de la jeunesse, puisque l'Institut national de la jeunesse est régi par la loi 2021. Donc on est en train d'élaborer les décrets d'application. Donc vous ne pouvez, et ça n'a pas abrogé la loi 2021. Donc vous ne pouvez pas dire non, l'Institut est mort. Il suffit de regarder nos statuts et nos référentiels de formation pour valider. Bon, en attendant de résoudre ce quiproquo, puisque en attendant vous êtes en fonction, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques objectifs spécifiques de l'Institut dans la législation guinéenne en créant cet institut? Qu'est-ce que le législateur visait? Très bien. Le législateur visait qu'il faut doter la fonction publique guinéenne des cadres aptes à conduire des programmes d'enseignement de l'éducation physique dans les écoles et aussi des conseillers de jeunesse et socio-éducative. Voilà, c'est ça notre mission. Et aussi participer à la formation des cadres dans les fédérations sportives respectives. Football, handball, volleyball, toutes les fédérations. C'est ce qu'on voit aujourd'hui parce qu'il y a trop de cacophonie dans ces structures fédérales. On sent que c'est des parvenus qui sont venus les parachuter, j'allais dire, et qui n'ont aucune notion de la gestion de ces fédérations. Alors c'est parce que ça manque à votre niveau. Ce manque à gagner qui se répercute dans la pratique. Est-ce qu'on est d'avis? Parce que l'Institut ne joue pas son rôle pour nous donner des cadres aguerris pour l'animation dans les fédérations. C'est ce qui fait qu'il y a trop de guéguerres dans ces fédérations. Exactement. Donc c'est pourquoi on se bat aujourd'hui pour que l'Institut reprenne sa place dans la formation. Vous savez, jouer au ballon et jouer au foot font deux. Jouer au ballon, c'est sans règles. Voilà. Mais jouer au foot, il faut des règles. Il faut des arbitres. Il faut des terrains appropriés. Donc l'Institut est là pour faire une démarcation. Le sport n'est pas un hasard. Le sport est une science à part. C'est pourquoi il y a sciences et techniques des activités physiques. Raison pour laquelle le législateur a tenu en compte qu'il faut l'Institut dans un pays. Oui, pour anecdote, je suis allé à Abidjan quand on a pris les rênes de l'Institut pour faire un voyage d'études. Il y a 12 000 étudiants à l'Institut, à l'INGS d'Abidjan. 12 000 étudiants dans toutes sortes de disciplines. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à côté. Près ici. Tout près ici. La Guinée qui a eu son indépendance depuis 1958. Jusqu'à présent, on est le seul pays de la sous-région où il n'y a pas d'institut de sport. C'est regrettable, c'est scandaleux. Mais à l'arrivée de notre ministre, M. Bogola, il dit que ça ne doit pas se faire, qu'il faudrait que l'Institut se réveille. Donc, ça fait partie de l'une de ses priorités et on est en train de se battre sur ce plan. Ça fait partie de l'une de ses priorités en faisant quoi? En faisant quoi? Il a mis quoi comme jalon? Voilà, justement. D'abord, il nous a soutenus à la conférence budgétaire. Il dit qu'il faut que l'Institut soit doté d'un budget conséquent pour qu'on commence à former les métiers liés au sport. On a besoin des entraîneurs, on a besoin des arbitres, on a besoin des kinésithérapeutes, on a besoin des professeurs d'éducation physique dans les écoles. Donc aujourd'hui on a une ligne, l'année prochaine on va commencer, parce que l'année est finie, on va commencer la formation des métiers liés au sport. Mais vous n'avez même pas de siège? Oui, nous allons prendre des... Quand je suis allé Qui finance la construction du siège? C'est dans le budget national. Ah, c'est le BND. C'est déjà calé? C'est déjà calé. La conférence budgétaire? Oui, c'est déjà calé. Ah, Dieu merci. Je peux vous dire cela puisque nous venons de la conférence budgétaire. Il y a une ligne déjà qui est créée pour la construction de l'Institut national. Je crois qu'ils ont entendu ma plaidoirie. J'ai réveillé le patriotisme puisque tout Guinéen, tout le monde sait que la Guinée était au sommet. Oui, un peuple de sport. Un peuple de sport. Et aujourd'hui, voir qu'on est éteint, même nous qualifier difficilement, ou entendre que nos équipes sont disqualifiées par, fraudes sur l'âge. Les fraudes sur l'âge. Voilà, c'est ça. C'est ce qui explique l'inexistence de l'Institut. Puisque l'Institut est là pour la formation aussi des médecins de sport. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez cherché à nouer un partenariat avec des bailleurs?
Très bien. Depuis l'arrivée de M. Bogola, il a contacté beaucoup de bailleurs de fonds. Qu'est-ce que lui il veut? Que chacun ne vienne pas en solitaire. Que l'ANVJ vienne en solitaire, ou le FONIJ vienne en solitaire, ou l'INSTU vienne en solitaire. On vient, on rencontre les bailleurs de fonds. S'ils sont intéressés par les activités du ministère de la Jeunesse, ils font un paquet. Et quand on a un projet, on vient, on scelle le projet, on montre au secrétaire général, il voit la pertinence et on s'adresse aux bailleurs pour financer. Voilà ce qu'il a. Ainsi, ça évite aux gens de faire des surpropositions de projets. Voilà. Mais à le PNUD qui est intéressé par ces genres de structures étatiques, le PNUD aide beaucoup. Exactement. Les structures telles que l'Institut. Est-ce que vous êtes parti vers le PNUD? Parce que c'est le programme des Nations Unies pour le développement et tout ce qui concerne l'aspect structurel, le PNUD s'y intéresse. Je suis exactement. Et d'ailleurs, d'ici la fin d'année, nous avons projeté une activité, c'est-à-dire la formation des techniciens de foot. Dans les 33 préfectures, on va les appeler à Conakry pour les former. On a demandé l'appui du PNUD. La lettre est signée par le secrétaire général, on a envoyé au PNUD. Le PNUD a signé un partenariat avec le ministère de la Jeunesse qui est à hauteur de 7 millions de dollars. Donc le paquet est là. Dès que le projet est pertinent, on s'adresse au technicien en chef qui est le secrétaire général. Donc on regarde si c'est pertinent, on envoie, on écrit au PNUD et puis il finance. C'est comme ça, ça se produit. Bien, monsieur le directeur, en attendant de former d'autres nouveaux cadres, est-ce que ceux qui existent déjà, ceux qui ont été formés, mais aujourd'hui qui sont dans la nature, peut-être qui sont en train de travailler, est-ce que vous les avez recensés et comment vous comptez vraiment les remodeler pour qu'ils soient serviables à la nation? Effectivement, il y a un peu de disparité puisque ceux qui sont formés, la plupart sont partis à la retraite. Ce que je connais, ce que j'ai trouvé au ministère de la Jeunesse, la plupart sont partis à la retraite. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de spécialistes en jeunesse et ceux qui opèrent actuellement dans les écoles? Ceux qui opèrent, la plupart, c'est soit ils viennent de l'extérieur, soit ils sont sortants de l'INEPS, c'est-à-dire de l'élémentaire. Donc c'est eux qui exercent non seulement dans les... De façon volontaire. De façon volontaire. Ça c'est grave alors. Mais il y a péril à la demeure. Un pays qui n'a pas d'institut de sport est un pays qui est malade. Parce que l'institut de sport, c'est pour lutter contre la sédentarité. Vous n'êtes pas sans savoir le sport dans le développement humain. Voilà. Aujourd'hui, je suis allé à Brazzaville, on a rencontré les GIZ. Nous, on a GIZ ici, mais qui ne s'intéressent pas au sport. Mais il y a GIZ dans les autres pays qui s'intéressent au sport. On dit sport pour le développement. Le sport, au-delà de l'activité physique, est un moyen de socialisation. Voilà. Ça permet de se mesurer, voilà, et le respect des normes. Donc, on doit se donner les mains, vous les médias, pour que vous mettez vos caméras sur l'Institut national pour qu'on puisse redémarrer notre institut. Voilà. Alors, l'appel que vous avez lancé au niveau des autorités à tous les niveaux par rapport au réveil de notre institut qui se meurt à petit feu. L'appel aujourd'hui, c'est leur dire que l'institut doit exister. Parce que c'est un outil de souveraineté. L'Institut est le 24e institut de la CONFESES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Mais aujourd'hui, nous, on n'a même pas nos cotisations sont en retard. La CONFESES doit aider tous les pays. Mais à chaque fois que nous, on veut participer, on dit non, vous êtes en retard dans vos cotisations. Ça fait au moins 3 ans, si j'ai bonne mémoire, qu'on n'a pas notre cotisation. Donc, on ne bénéficie pas de l'expertise de la CONFESES. Donc, nous demandons aux autorités de nous aider pour qu'on puisse payer ces cotisations, appeler ces techniciens pour venir nous aider pour relever le défi de l'institut. Nous espérons que les appels vont tomber dans de très bonnes oreilles. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, j'allais dire, oui. Je rappelle que vous êtes Monsieur Ibrahima Traoré, le DG de l'Institut national de la jeunesse, merci. De l'éducation physique et des sports, merci. Et un trésor qui se meurt à petit feu. Exactement. Nous osons croire que le ministre Bogola pourra prendre le taureau par ses cornes puisqu'il a commencé à faire ses preuves. Exactement. Avec la fin de la crise du basket. Exactement. Et tant d'autres défis à relever. Et l'Institut va renaître de ses cendres. Merci. Nous l'espérons bien. Merci beaucoup. Et ce n'est pas une première et ce ne serait pas la dernière également. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. Et revenez quand vous voudrez. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était là l'Institut national de la jeunesse et des sports. Nous allons tout à l'heure changer de sujet avec une autre discipline. Mais d'ici là,
On met une pause. Nous allons partir avec le deuxième sujet. Il s'agit bien du handball. Je le disais en préambule, cette discipline fait la fierté de la pratique sportive en Guinée. Et si d'un côté ça pleure du fait de la déception, du côté du handball, c'est des trophées en longueur d'année, ça, on le sait, cette fédération participe à la plupart des compétitions à l'international, pas de forfait, et sur le plan national, organise son championnat. C'est pourquoi nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération guinéenne de handball, mon contrôleur général Mamadou Bapa Kamara. Monsieur Kamara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Silla. À l'instant T, quelle est la physionomie du handball guinéen? Eh bien, je peux dire que le handball guinéen se porte bien, parce que pour qu'une discipline se porte bien sur l'international, il faut avoir l'accompagnement de l'État. Si l'État est derrière vous, je pense bien, vous ne saurez vous plaindre. Moi, je me dis en gros que le handball guinéen se porte bien, parce que depuis le début d'année, il n'y a pas de compétition majeure sur le plan continental et international qu'on n'a pas participé. Et on continue à dérouler notre programme annuel. Jusqu'à date, il n'y a pas de forfait. Tout va bien, certes des difficultés, mais on parvient toujours à s'en sortir. Et derrière ça, il y a les résultats qui nous encouragent. Parce qu'en senior, si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois dans votre histoire, je pense bien que c'est quelque chose de très satisfaisant. Et en cadet et en junior, si vous participez à la même année à 2 Coupes du Monde, je pense que c'est rassurant. Au niveau des cadets, si on a une qualification encore au mondial et en garçon, la même année, je pense bien cette année on peut dire que le handball guinéen jusqu'à date encore se porte bien. Et on va vers la CAN senior en fin novembre là. On espère aussi décrocher pour la première fois dans cette catégorie pour une qualification au mondial. J'y crois parce que je reviens d'une tournée où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'autres joueurs guinéens. On a découvert qu'ils jouent dans les clubs de première division, qui ont accepté d'accompagner le tricolore. Je pense que cette année, ce qui manquait aux garçons il y a 2 ans, 3 ans, qu'on a comblé pendant la Coupe du Monde au mois de janvier en Égypte, c'est les filles aussi. Je pense que ces défis, on va les relever. Et voilà, on le disait, à l'instant T, le handball se trouve du côté de l'Éthiopie, en catégorie cadette et junior. Et avant le départ de ces 2 formations, notre reporter Bintia Kondé a fait un tour au niveau du gymnase du stade du 26 septembre. On va suivre cette phase préparatoire. 2 catégories des sélections guinéennes pour aller représenter la zone 2 au tournoi continental de handball masculin. Les Sili juniors et cadets seront au rendez-vous éthiopien pour participer à la compétition qui réunira les différents champions des 5 zones du continent. Depuis quelques mois, ces 2 sélections sont en pleine préparation pour faire bonne figure dans cette compétition africaine. Après le challenge zonal, effectivement, on a pris la coupe et au retour, on avait des lacunes avec les joueurs et on a essayé de corriger. Quand nous sommes rentrés, on a essayé de corriger toutes les lacunes qu'on avait. Non seulement on a commencé par la préparation physique, parce que physiquement ils n'étaient pas prêts, et présentement au moment où je vous parle, ils sont prêts pour le challenge continental. L'objectif de cette équipe, c'est de qualifier en Coupe du Monde intercontinentale et en plus d'envoyer la coupe en Guinée. Participer au Trophy Challenge Continental cette année est une véritable occasion pour l'équipe junior de rééditer l'exploit après son sacre de 2022 au Congo, mais aussi continuer sa course pour le ticket qualificatif du prochain championnat du monde de sa catégorie. Quant aux cadets médaillés de bronze et d'office qualifiés au championnat du monde, se feront le devoir de décrocher le ticket pour le challenge intercontinental après l'avoir raté l'année dernière. Les préparations se passent très bien. Notre objectif c'est juste pour qualifier au mondial. Les préparations se déroulent à merveille. L'équipe est concentrée sur un objectif bien déterminé qui est de remporter la coupe et se qualifier pour le challenge mondial. Le Challenge Trophy Continental est prévu du 2 au 6 novembre 2024 en Éthiopie. Un rendez-vous du handball des jeunes où les champions mettront en lumière leur niveau de compétitivité. Voilà, Monsieur le Président, une première sortie contre le Cameroun réussie.
du côté de l'Éthiopie? Ben, comme je vous disais, cette équipe est en place depuis près de 6 mois. Il faut vous rappeler que cette formation vient de rentrer de la Tunisie, où elle est rentrée avec la médaille de bronze et est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc au niveau des cadets, on n'a pas de souci. On s'attendait à cette victoire et je pense que cette équipe est capable même de prendre le challenge continental parce qu'on a des ressources. Ils peuvent aller très loin. Et les juniors, on sait qu'il y a des manquements. Ça va se faire ressentir un peu dans le tournoi parce qu'il y aura au moins 4 joueurs qui ne vont pas participer à cause de leur calendrier au niveau de l'Europe parce que c'est des professionnels. Ils vont manquer, il y aura un peu de gap, mais le staff technique et la direction technique sont en train de travailler dessus pour essayer de combler ce trou aussi. À vous entendre parler, c'est comme si vous n'êtes pas surpris du résultat des juniors, je rappelle, qui ont perdu contre le Rwanda. Bien sûr. Alors, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de rectifier le tir ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, une équipe se met en place surtout au niveau de la Fédération guinéenne de handball. Quand on a un projet, on met ce projet 1 an, 2 ans ensemble. C'est le groupe, c'est une équipe qui évolue. Donc on met au moins 18 joueurs en place qui tournent à tout moment. Donc si quelques cadres majeurs de cette équipe ne font pas partie, ceux qui vont réintégrer le groupe, ça va être un peu compliqué. Il y a un décalage. Pour un décalage, vous allez voir que l'équipe peut commencer le match très bien. À un niveau, le mécanisme va commencer à baisser et pour des petits détails près, vous pouvez perdre. Mais c'est aux techniciens de faire intégrer de nouvelles figures pour que vous puissiez aller en avant. Parce que pourquoi on met au niveau des jeunes, notre propre politique, c'est de les surveiller de près. Parce que si on voit qu'on te parle de tests IRM, on te parle de disqualification, on parle de documents de voyage, c'est parce que vous voulez venir de les regrouper à la dernière minute. Mais si c'est un groupe qui a évolué ensemble, si vous regardez même nous, le passeport des enfants, tu vas voir que c'est les passeports, les numéros se suivent. On sait que telle année, on doit renouveler, telle année, ils ont pris ensemble. Donc c'est un groupe. Ce groupe-là, ils sont ensemble, ça fait au moins 3 ou 4 ans. Donc quand il y a des éléments majeurs qui manquent, deux fois la direction technique, le staff a du mal à intégrer d'autres personnes parce que n'oubliez pas que le sport collectif, il faut avoir une base. Le handball, c'est 7 joueurs qui jouent. Donc il faut avoir les premiers 7, le deuxième 7 et les remplaçants qui rentrent. Donc dans ce premier 7, si vous avez au moins 3-4 joueurs majeurs, même si vous amenez la deuxième équipe, toujours ce petit truc-là peut manquer. Et c'est une discipline scolaire, parce que ton adversaire va t'étudier à partir du Dartfish. C'est un logiciel qui est là pour le handball. Et si l'adversaire parvient à étudier vos joueurs, et ces joueurs cadres qui manquent, ça sera un problème pour vous. Bon, personne, je crois, ne peut être surprise des résultats que cette fédération obtient dans les compétitions. Il y a une certaine organisation qui se passe sans commentaire. Monsieur le Président, ces deux équipes-là, est-ce que vous leur avez assigné des objectifs pour cette compétition? C'est une très bonne question. Parce que l'encadrement technique, c'est les premiers inquiets que les joueurs. Parce que nous, chaque compétition, il y a un contrat d'objectifs entre la direction technique et la fédération, entre la direction technique et le staff. Donc un staff qui ne remplit pas les conditions, parce que quand on va à une compétition, vous avez 2 objectifs. Premièrement, c'est de prendre le trophée. À défaut du trophée, il faut être sur le podium. Donc quand vous partez et que vous revenez, ces 2 conditions ne sont pas remplies, il faut que vous nous donnez des explications. Si ça ne tient pas, l'entraîneur en tire les conséquences. Donc moi je me dis, avant de partir au challenge continental, on est parti dans l'objectif d'être le champion. Ça veut dire que ça fait 2 années successives que la Guinée, chaque fois on va au challenge continental, il y a une des 2 catégories qui vient avec le trophée. La deuxième vient souvent avec la médaille d'argent. Ils sont finalistes, ils perdent la coupe. Mais entre les 2, il faut envoyer le trophée. L'année dernière, il y a 2 ans, on l'a fait, 2 années successives. Et cette année, il ne faut pas déroger à la règle. On est parti. Si les cadets n'ont pas le trophée, il faut que les juniors
gagne le trophée pour aller au challenge intercontinental. Et l'objectif pour cette compétition, parce que quand vous gagnez le challenge continental et que vous n'êtes pas qualifié pour la CAN, vous avez la possibilité d'aller au challenge intercontinental. Quand vous avez le challenge intercontinental, vous gagnez votre place pour la Coupe du Monde. Ah bon? Donc vous voyez, les juniors, ils ont un défi. Ils ont été 5e. Normalement, cette année, c'est 5 équipes qui devaient remplacer l'Afrique. Mais pour le moment, il y a 4 qui sont qualifiées. La 5e équipe qui est la Guinée, la Fédération internationale de handball ne s'est pas prononcée. On attend d'abord une prononciation. À défaut de ne pas avoir la qualification au niveau de la CAN, où on est 5e, il faut miser pour le trophée au niveau du challenge continental. Ils vont aller au challenge intercontinental et là, quand ils ont une place à ce niveau, ils peuvent aller à la Coupe du Monde. Parce que leurs frères, déjà, ils ont leur ticket pour la Coupe du Monde. Oui, Seouna, allez-y. Alors, moi, il y a une question qui taraude un tout petit peu mon esprit. Au niveau de votre fédération, c'est vrai, il n'y a pas trop de bruit. C'est l'une des rares fédérations ces derniers temps, en tout cas en sport collectif, où on n'a pas entendu assez de bruit. Ça déjà, je vous félicite pour ça. Alors, est-ce que cette fédération se résume à la personne de Moriba Paye Camara ou bien il y a un modèle qui est déjà élaboré? Quel est ce modèle? Très bien, ça c'est une bonne question. Une association d'abord, c'est le statut. Respectez ce que vous avez mis dans le statut. Au niveau de la Fédération guinéenne de handball, quand on venait, on n'avait pas un statut très conséquent. Notre statut datait de 1972. Donc ce n'est qu'en 2011 où on a fait un congrès de travail. On a pris le statut de la Confédération africaine de handball et certains pays. Nous avons fait des journées de réflexion dessus. On a adopté à notre modèle. Ça a été validé par le comité olympique à l'époque. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, ils ont participé à l'élaboration, la Confédération africaine de handball et la Fédération internationale de handball. Donc depuis 2011, nous travaillons sur ce statut. Il y a une décentralisation. La Fédération guinéenne de handball ne se résume pas seulement à Paye Camara. Tout le monde travaille dessus. Quand vous êtes le président, vous êtes le premier manager. Bien sûr, vous pouvez venir toujours, vous prenez la part du lion pour investir dans le domaine. Mais ce qui est sûr, c'est tout le monde qui travaille. Moi, je vais au terrain, je travaille de 8h jusqu'à 22h tous les jours. Je suis à mon bureau. Mais ça ne veut pas dire que la fédération ne fonctionne pas. J'ai mes vice-présidents qui viennent, la direction technique. Chacun fait son travail. Moi, je suis le président, je suis le manager général. Le premier vice-président est responsable de toutes les équipes. Toutes les sélections, c'est lui qui est responsable. Le deuxième vice-président est le représentant des ligues. C'est lui qui travaille sur toutes les ligues régionales. Et le troisième vice-président s'occupe de la qualification des joueurs. C'est lui qui signe les licences. Moi, je ne signe pas. C'est lui qui voit la régularité. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que tel est cadet? Est-ce que tel est junior? Tel est senior? Donc, chacun, la directrice administrative, c'est elle qui gère l'administration. C'est elle qui est la cheville ouvrière de la fédération. C'est elle qui fait tout. Donc, elle nous soumet seulement pour signature et on regarde. On a une plateforme où, quand un document arrive, la directrice commerciale, elle met dedans, dont le directeur technique fait partie. Tout le monde voit au même moment. On travaille dessus, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, si on veut un document de voyage pour un sportif, d'abord, la première des choses, au niveau du handball, on n'accepte pas qu'un sportif vienne avec son passeport. Le passeport est la propriété de la fédération. C'est nous qui investissons, c'est nous qui payons pour l'élaboration de leurs documents de voyage. Donc, c'est gardé au niveau de la directrice administrative. Quand il y a un tournoi, elle fait sortir le passeport, c'est elle qui garde. Donc, moi, je me dis, on a fait une décentralisation pour qu'on ne se plaint pas, parce que la chose qui doit être partagée, si tu ne partages pas, elle vous départage. Oui, donc j'évite de m'immiscer dans le fonctionnement des cadres, des uns et des autres, pour que le handball guinéen puisse aller en avant. Monsieur le Président, c'est vrai que le handball se porte très bien parce qu'au niveau des représentativités sur le continent, on est présent. Sur le plan national, il y a le championnat qui se joue, la Coupe nationale également. Mais ça manque un peu le caractère national par rapport au championnat. Parce que vous avez un gymnase de 1200 places à Conakry. Les équipes viennent là, ça se regroupe là, ça se joue là. Comment vous travaillez pour imprimer le caractère national au championnat, faire en sorte que chacun puisse jouer à domicile? Ça, c'est une très bonne question.
Mais je vous rappelle qu'une fédération n'a pas pour vocation de construire les infrastructures. Ça, c'est le rôle régalien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, exactement. Le peu qu'on investit pour organiser le championnat, est-ce qu'on peut mettre ça pour construire les infrastructures? Non, je voudrais non, c'est une question que je pose. C'est une très bonne question, ce que tu dis. On sait que le gymnase, ça vient quand même de la fédération. Oui, bien sûr. Et on s'était lancé une fois dans l'optique de mettre des aires de jeu un peu partout à l'intérieur du pays. J'avoue que depuis qu'on a demandé, parce que tu ne peux pas venir investir sur un terrain où tu n'as pas un document qui t'attribue le terrain en question. Tu vas finir, le titre foncier, tu vas finir d'investir. Après, le propriétaire du terrain va dire, demain quitte là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? On a demandé à ces ligues, apportez-nous des documents de donation. Nous allons vous accompagner en agrégat. On va envoyer des techniciens pour vous faire des heures de jeu à l'extérieur. Comme ça, ça va vous permettre de développer. Si vous voyez, prenez nos équipes aujourd'hui. Chaque catégorie, au moins 45 ou 55% de l'ensemble des joueurs viennent de l'intérieur du pays, où ils jouent très bien. Nous, à la fédération, ça nous coûte très cher. Quand on repère les meilleures joueuses qui sont à l'intérieur du pays ou meilleurs joueurs, on est obligé de les faire venir à Conakry, les scolariser, les donner une bourse, chaque mois payer leur école pour maintenir la cadence et les pousser même à aller à l'extérieur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on voit en eux, s'ils ont les moyens, ils peuvent aller au-delà de ça. Mais le problème d'infrastructure, ça se pose. Moi, je sais que l'État guinéen, c'est une saignée financière au niveau des sports de main. Le handball, regardez, on est en Éthiopie, on est parti avec 44 personnes. Regardez le coût des billets. Mais si nous aussi, la Guinée, on abritait les compétitions à domicile, ça économise le prix des billets. Il faut avoir au minimum un palais de 3 000 ou 4 000 places. On n'a pas besoin de 10 000 places où l'entretien va être très complexe. Si on a 2 palais ici, je pense bien, 2 gymnases de 3 000 places, on peut rentabiliser ça en Guinée en organisant les compétitions. À Conakry, nous avions des hôtels qui peuvent héberger. Nous avons tous pour réussir. Mais seulement ce petit truc-là de gymnase nous manque. Il faut qu'on ait ça. Si on a ça, déjà on n'a pas une très grande salle. On talonne les grandes nations du handball sur le continent. En senior, quand vous prenez les garçons, on est 5e, qualifié pour la Coupe du Monde. En senior homme. En senior dame, nous sommes 8e avec la Coupe du Président, lors de la dernière CAN. En cadet fille, nous sommes 3e. Non, nous sommes 2e parce que nous avions participé à la Coupe du Monde. En junior, nous sommes 4e. Et quand vous quittez là-bas, vous venez au niveau des garçons. En cadet, nous sommes 3e. Sur le plan continental, on a la médaille de bronze. En garçon, nous sommes, comme en junior, nous sommes 5e. Ça veut dire que tous ces résultats-là, c'est dans notre salle. Si on a une salle aussi plus moderne que ça, et qu'on a des aires de jeu à l'intérieur du pays, ça peut nous permettre encore d'aller devant. Mais regardez, vous posez ces questions au ministère des Sports, parce que vous, au moins, vous pouvez regarder dans les yeux pour dire, monsieur le ministre, nous avons besoin d'infrastructures. Contrairement au football, qui est budgétivore et qui n'apporte rien. Moi, je ne fais pas de comparaison. Non, nous sommes mieux placés. Écoutez, c'est que moi, je vais vous dire. Vous avez demandé qu'on mette les aires de jeu à l'intérieur du pays. Quand je vous ai dit encore que ce n'est pas notre rôle légalien de mettre les infrastructures à l'intérieur. Mais c'est un cas général. Demandez quand même. Si les matchs du football se jouent à l'extérieur du pays, vous voyez ça, le sport. Non, écoutez, moi je. C'est des aires qui ne sont pas compliquées comme un grand stade de 50 000, 100 000 places. Les aires de jeu de handball, c'est facile. Monsieur Silas, souffrez de m'écouter un peu. Ce que je vous dis, le problème des sports de main, aujourd'hui, ce n'est qu'une question de salle. Moi, quand je vois le basket guinéen jouer, je me plais. Je me dis, l'équipe de basket qu'on a, il suffit seulement qu'on ait une salle ici. Cette équipe qui a pris la CAN, dans 2 ans, peut prendre la CAN senior. Parce que ce n'est pas les talents qu'on nous manque. Quand vous voyez les handballeurs, les gens des pays puissants en handball nous demandent qu'est-ce que nous faisons pour faire sortir nos équipes. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que nous qui n'avons pas de moyens, on vient les talonner, on vient les battre. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, il y a beaucoup de joueuses sur le championnat national qui sont en train de partir à l'extérieur. Tous les jours, je les demande. Ils s'expatrient. Ils s'expatrient. Parce que on voit en eux qu'elles peuvent aller très loin. Le championnat qu'on organise là,
Est-ce que vous pensez que si on avait des aires de jeu à l'intérieur du pays, qu'on allait accepter de faire venir chaque 2 semaines près de 150 personnes à Conakry? Chaque 2 semaines, parce qu'on a fait un championnat de 6 mois, donc chaque 2 semaines, à cause d'infrastructures de qualité, pour éviter des blessures, on fait regrouper tout le monde à Conakry pour 2 journées, vendredi, samedi. Et samedi soir, les enfants rentrent parce qu'il y a les cours le lundi. Parce que le handball, le handball, quand tu n'es pas bien à l'école, c'est que tu n'es pas bien sur le terrain. Parce qu'un entraîneur, regardez les entraîneurs qui ont des difficultés chez nous, c'est eux qui n'ont pas de cursus scolaire très conséquent. Parce que le jeune Dinalov, vous voyez, qui est un universitaire, qui est un cadre, il vient de rentrer avec la licence A. Oui, on a appris. Donc, capable d'être sur le blanc, même de la Coupe du Monde, parce qu'il faut avoir la licence A. Il a tout pour réussir. Maintenant, là, c'est parce que si tu n'as pas de niveau, tu ne peux pas discuter avec les athlètes. Un handballeur, quand tu lui dis fais ce jeu, il faut lui prouver par A plus B qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain. La personne, elle aussi, elle va discuter avec toi, l'autre aussi va discuter avec toi. Si l'entraîneur, toi-même, tu es en deçà de la performance de la joueuse, alors c'est le fiasco. C'est le fiasco. Donc c'est très très difficile. C'est à cause de ça, on dit ils mettent tel entraîneur dans 2, 3 catégories. Oui, nous savons pourquoi on le fait. C'est pas parce que on n'a pas confiance aux autres, mais si le niveau de l'entraîneur ne dépasse pas l'athlète, ça il y a problème. Ça il y a problème. Si vous permettez, alors Monsieur le Président, on le sait très bien, c'est vrai, les résultats sont là. Vous l'avez dit, chacun normalement doit jouer correctement son rôle, c'est-à-dire toutes les entités qui accompagnent généralement les différentes fédérations. Vous participez au niveau des cadets, des juniors, à des compétitions à l'international. Les histoires de primes, est-ce que vous en connaissez sur vous? Ben, moi je me dis bien que les primes non payées. Quand tu prends l'argent d'un athlète et qu'un athlète sait que ces primes sont sorties que vous ne l'avez pas donné, c'est que vous, président, vous avez des problèmes. Chaque fois qu'il y a des retards, il faut le reconnaître. Mais chaque fois qu'une prime est payée par rapport à une compétition, les athlètes qui ont participé à la compétition, ils sont appelés, chacun vient rentrer en possession de son dû. Mais il y a des impayés. Mais on est sûr, parce que quand tu as un ordre de mission, tu as tous les engagements de l'État, ça peut retarder, mais ça va être payé. Merci. D'accord, une question aussi. Président, malgré ce manque d'infrastructures que nous connaissons pratiquement pour toutes les disciplines sportives, il y a quand même la Confédération africaine de handball qui continue à faire confiance à votre fédération, notamment en lui confiant l'organisation d'une compétition sous-régionale pour l'année 2025. Qu'est-ce qu'Atout a pu inspirer ou continue à inspirer la CAB, à continuer à renouveler cette confiance à la Guinée, malgré, comme je l'ai dit, les difficultés énumérées. Ben, si vous participez à toutes les compétitions majeures, en cadet, en junior et en senior, et dans toutes les 2 catégories, la Confédération ne fera que avoir confiance à votre pays. Sachez que la Guinée est l'une des rares nations à participer régulièrement à toutes les compétitions de la Confédération africaine. Non seulement il y a le plan zonal, le plan continental et international. La Guinée n'a jamais signé forfait. Donc ça c'est un atout. Quand la Guinée candidate, ou même si elle ne candidate pas, on l'impose des compétitions parce qu'on sait que la Guinée peut relever le défi. Moi je dis c'est pas surprenant. Est-ce que cela peut être considéré comme une sorte d'interpellation au niveau des autorités afin de faire face aux défis infrastructurels? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vendre le handball. Le handball elle-même, elle s'est vendue. Notre objectif, moi et mon équipe, c'est de laisser une fédération demain qui peut être représentative partout. Aujourd'hui, quand nous partons vers les départements ou bien des sponsors, dès que tu parles du handball, on dit non, tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'on voit le résultat. C'est réconfortant. Moi, je me dis, même si Paille quitte demain, ou bien mon équipe quitte demain, d'autres personnes qui viendront, ça va être compliqué pour eux. Une fois, ils ne vont pas s'investir pour donner du temps. C'est-à-dire pour faire le plaisir à ces jeunes qui ont laissé tout, qui ont opté pour le handball. Ils seront obligés. Parce que s'ils ne s'inscrivent pas dans ça, ça va être des problèmes pour eux. Pourquoi nous participons? D'abord, nous, on a créé des conditions pour nous mettre la pression.
Parce que si vous mettez une équipe en place 6 mois avant la compétition, c'est pas la veille que vous allez dire à ces gens-là qu'ils vont pas partir. Donc dès que vous venez, je vous dis, du fait que le championnat a retardé, entre nous-mêmes au niveau de la fédération, c'était des guerres interminables. Tous les jours, les techniciens, tout le monde interpelle. Ah, quand est-ce qu'on va faire les... Malgré qu'on a un autre calendrier qui était très très chargé sur le plan continental, il faut participer à tout. Mais le championnat, à l'interne, ça se bouscule, est obligatoire parce que tant que vous ne faites pas ça, vous n'allez pas prendre la relève de demain. Donc moi je me dis, souvent j'aime dire à la presse, être au sommet n'est pas compliqué, mais se maintenir, c'est ce qui est très très difficile. On n'a pas droit, mes sportifs en partant en compétition, je l'ai dit. Vous savez que l'année dernière, les autres ont fait plus que vous. Si vous venez, vous ne faites pas, vous allez partir parce que le projet c'est 60 joueurs. Donc vous partez à 18. Quand ils sortent dans ce groupe de 18 là, pour revenir, c'est très compliqué. Donc ceux qui sont à Addis, ils le savent. Que ceux qui ne vont pas se comporter bien, ils ne vont pas aller à la Coupe du Monde. Et je n'aimerais pas, en catégorie jeune, aller faire recours aux professionnels. Beaucoup, je préfère avoir une ou deux, mais que l'osséature sort du championnat guinéen. Donc, ils ont la pression en eux-mêmes. Ce soir même, vous avez au moins 19 joueurs professionnels qui vont arriver à Conakry, se joindre aux autres aux locaux pour les préparatifs, pour la Coupe du Monde. On a le stage senior. Ils vont arriver ce soir. Le stage commencera demain pour 5 jours avant de retourner parce qu'en senior, il y a les critères, les niveaux ne sont pas les mêmes. D'autres jouent en première division en Europe et ceux qui sont à Conakry, on fait toujours réserver une place pour le championnat local pour que les gens puissent aller encore participer à cette Coupe du Monde qui sera une chance pour eux aussi d'intégrer les autres clubs. Monsieur le Président, au-delà de l'octroi de l'organisation du Trophy Challenge à la Guinée en 2025, vous avez été récompensé par vos pairs. On a vu un trophée sur les réseaux sociaux. Cela découle de quoi? Eh bien, comme ce que je vous ai dit, c'est la récompense de plusieurs années d'investissement, de sacrifice ultime pour le développement de cette discipline. Vous savez que la Guinée, sur le plan du handball, n'était pas sur l'arène internationale. En 13 ans à la tête de la fédération, il n'y a pas une compétition en Afrique où on n'a pas participé, où dans chaque catégorie on a eu des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc l'occasion était là au niveau, parce que ça fait presque 3-4 ans qu'on ne s'est pas réunis en conseil de la Confédération africaine de handball, parce qu'il y avait le Covid. Donc tous les congrès qu'on faisait, c'était en visioconférence. Donc c'était la première fois après la sortie du Covid qu'on se retrouve ensemble physiquement à la une. Donc ils ont profité pour nous faire des distinctions, et plus particulièrement pour ceux qui ont marqué le handball malgré la crise sanitaire et ceux qui continuent à s'investir dans ce domaine. On est sur le point de se quitter. Votre mot de la fin pour l'avenir du handball en Guinée et le sport de façon générale? Ben, le handball, une passion. Le handball, une fierté. Et merci au département des sports. Je pense bien, deux fois, il y a des bisbilles, il y a des bisbilles entre nous, mais finalement, on sort toujours par se comprendre. Les portes ne sont jamais fermées devant nous. On vient voir le ministre quand on veut, dès qu'on toque à sa porte, il dit laissez les handballeurs rentrer, le secrétaire général, la chef de cabinet, la direction des sports, tout le monde à l'écoute. Des fois, on se discute, mais vraiment, moi, c'est ça la beauté du sport. Vous discutez, mais vous finissez par trouver la solution. Et moi, je les demanderai de tout faire, aider nous, les sports demain, à avoir une salle. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Pour la pratique, parce que si vous voyez, palais des sports peut résoudre toute cette problématique. On est d'accord? Moi, je me dis, si on a un palais de sport aujourd'hui qui ne coûte pas tellement, ça peut nous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Je vous dis encore beaucoup d'argent, parce que je sais, pour faire voyager 44 personnes régulièrement, ça devient compliqué. Il y a un cadre qui a discuté avec moi, qui m'a dit, ah, mais le handball, vous voyagez beaucoup. Je l'ai dit,
c'est vrai qu'on voyage beaucoup, mais c'est le résultat qui nous amène. Parce que nos compétitions sont qualificatives. Si on se limitait seulement au niveau de la zone, on n'allait pas aller au niveau continental. Si on se limitait au niveau continental, on n'allait pas à l'intercontinental. Juste, je vous dis tout ça là, c'est parce que l'État est là, il nous accompagne. On remercie surtout notre cher président, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui fait tout pour le rayonnement du sport, et notre ministre de tutelle, le ministre Bogola, qui est à l'écoute de la Fédération guinéenne de handball. Une fois encore, nous comptons sur eux pour que cette discipline qu'on aime autant, et grâce à vous aussi, la presse, vous nous accompagnez. Je sais qu'à tout moment, la presse est là pour soutenir le handball, et continuez à nous soutenir, et dites aux sponsors de faire confiance aussi au sport de main, et le handball en particulier, ils peuvent avoir une visibilité dessus. Voilà, c'était là à l'instant T le plaidoyer de Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de handball, le contrôleur général Mamadou Paye Camara. Merci Monsieur le Président d'être passé. Je vous en prie, merci à toutes. Vraiment, ça ne sera pas la dernière. On est à la disposition de la presse pour communiquer autant pour que notre discipline soit encore connue, parce que c'est un sport scolaire. Merci, c'est un devoir pour nous. Mesdames et messieurs, on met une courte pause avant de se retrouver derrière. Mesdames et messieurs, nous allons attaquer le troisième et dernier sujet de notre sport dimanche de ce soir en attaquant le volet Sili Cadet. Vous le savez, il y a quelques jours, nos cadets ont été disqualifiés du côté de Dakar en cause. Nos cadets ne sont pas en conformité avec les règlements de la Confédération africaine de football pour les moins de 17 ans. Alors nous avons été exclus du tournoi zonal. Cela a créé un tollé sur le plan national et tous les Guinéens ont été touchés dans leur chair. C'est pourquoi le Premier des ministres, Monsieur le Premier ministre, a effectué un déplacement au ministère des Sports pour s'enquérir de la réalité et avoir la vérité dans cette situation. Nous allons, avant-propos, partir avec le reportage de nos confrères basés à la primature, Ousmane Bangoura notamment, sur ce reportage de la visite du Premier ministre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous voici au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Après la disqualification du Sili Cadet au tournoi zonal Dakar 2024, le gouvernement guinéen s'est montré préoccupé de la situation. Amadou Ouriba a, devant le cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, souhaité comprendre les raisons de cette disqualification. Je ne suis pas là pour faire les enquêtes pourquoi, mais le constat, c'est que l'équipe nationale U17 a été éliminée puisque les joueurs qui ont été sélectionnés, certains d'entre eux, de par les tests IRM, ont plus de 17 ans. Et ce n'est pas la première fois. Il y a en 2019, la situation s'était répétée. Donc ce n'est pas un facteur des moyens, des infrastructures. Là, c'est un facteur humain, une récidive. Lorsque quelqu'un est sanctionné, on lui dit, s'il y a récidive, la peine doit être plus lourde. Et le ministère, en relation avec la Fédération guinéenne de football, vous devez nettoyer vos rangs. C'est la principale motivation qui m'a amené ce matin. C'était pour dire que aussi bien la population que l'ensemble des autorités de ce pays ne sont pas satisfaites de la manière dont on a géré certains dossiers concernant la sélection des joueurs qui ne remplissent pas les critères. Ce n'est pas par ignorance, mais peut-être c'est une volonté délibérée, puisque en 2019, il y a eu les mêmes problèmes. Le chef du département des sports a profité de l'occasion pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la disqualification des U17 à Dakar.
je peux vous dire que jamais la Guinée n'a fait ce qu'on a fait. Nous avons pu mobiliser ici 35 jeunes qui ont été sélectionnés, qui sont des scolaires et qui viennent des académies. C'est-à-dire l'histoire, pratiquement le futur de notre football passera par les académies et par le scolaire. Donc si des enfants viennent dans des structures bien organisées comme l'école, dans des structures bien organisées comme les académies qui sont structurées, et que vous les envoyez au Sénégal pour faire un test IRM, et que le test IRM vous dit que 24 sont éligibles, et que parmi les 24 éligibles, vous avez 20 qui sont sélectionnés, et qu'il y a même des jumeaux qui sont dans l'équipe, qu'on dit que l'un est éligible, l'un n'est pas. C'est pour ça que le ministère immédiatement a décidé de mettre en place une commission d'enquête. Parce que la Guinée est moins représentée à l'international, au niveau de la CAF, au niveau des structures, et au niveau local, nous n'avons pas de capacité dans la médecine du sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports rassure les fans du Curon qu'il suit avec une grande attention les différents recours introduits par la Fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation inédite pour ces jeunes et pour l'image de la réputation de la République de Guinée. Nous recevons sur ce plateau, cher attaquant de soutien, Dr Faya Marcel Leno. Il est médecin sportif, en tout cas très connu par les journalistes sportifs des joueurs, les responsables sportifs en République de Guinée. Il a participé à beaucoup de compétitions, participé à beaucoup de tests IRM et il est mieux placé, je dirais, pour nous essayer de nous parler de la situation des cadets en filigrane et de nous expliquer c'est quoi un cadet. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Je crois que vous avez suivi ce scénario de Dakar. Après l'élimination en Tanzanie, suivi des injonctions de la CAF de retourner des médailles, tout ce qui s'ensuit, on a purgé la sanction. Aussitôt sorti de la sanction, on se prépare pour une nouvelle édition du côté de Dakar, un tournoi qualificatif. Paf, la Guinée est encore recalée. On parle de récidivistes du côté guinéen. Comment vous avez appréhendé ou vous avez reçu cette nouvelle qui a fait trembler la terre donc footballistique en Guinée? Bonsoir. La nouvelle m'a fait mal comme tous les Guinéens. Oui. Parce que c'est à l'international. Quand on dit que votre équipe est disqualifiée à l'international, oui, juste pour des petites erreurs qui se sont transformées en fautes, oui, ça ne peut pas vous réjouir en tant que Guinéen quand vous êtes un patriote. Oui. Donc ça m'a fait mal. Je crois qu'on aurait pu corriger le tir, surtout que nous venons de sanctions. Oui. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises? Je ne sais pas. Parce que je n'étais pas à Dakar, et je ne connais même pas le staff qui est parti à Dakar. Oui. Mais on aurait dû faire un entretien pour dire pourquoi on a été sanctionné pour une première fois, oui, et on ne doit pas revenir sur les mêmes pas. Je l'ai appris, on le dit en jargon soussou, que c'est là que j'ai cogné ma tête une fois. Mais c'est là que je cogne ma tête d'habitude. C'est que tu as ta part de responsabilité dedans. Oui. Donc, franchement, ça m'a fait mal quand même. Alors, une question terre à terre. C'est quoi un cadet, un joueur de moins de 17 ans? Un cadet, c'est un joueur qui a moins de 17 ans, comme vous le dites. Et pour le savoir, vous savez, ce problème de cadet, oui, la FIFA et la CAF, ils ont constaté, la FIFA surtout, parce que le blanc est très, très, très remonté contre le noir quand tu le bats. Ils ont constaté que toutes les fois que c'était la Coupe des Nations, oui, ou la Coupe du Monde des cadets, c'est l'Afrique qui l'amène. Pourquoi l'Afrique ne prend pas la Coupe du Monde senior? Mais c'est en cadet, en junior, on est meilleur. Oui. Et ce sont les mêmes. Donc ils ont dit que l'Afrique probablement triche. Comment faire pour limiter un peu la tricherie? C'est dans ce sens que les tests biologiques là ont été amenés. IRM, hein? L'IRM, imagerie par résonance magnétique. Justement. L'IRM, c'est un test qu'on fait pour déterminer l'âge pour certains soins, surtout chez les pédiatres et autres. Mais comme on peut déterminer l'âge des sujets jeunes, donc on a ramené ça du côté médical sportif pour savoir qui a 18 ans ou plus. Maintenant, c'est ce qui a été fait. Parce que dans l'organisme, il y a des points d'ossification, surtout les os longs.
L'IRM qu'on fait là pour les joueurs, c'est l'IRM du poignet gauche. Parce que celui qui tarde un peu à se souder, quoi. À se souder. Maintenant, quand vous faites l'IRM du poignet gauche, entre l'épiphyse et la diaphyse, l'intermédiaire là, il y a un cartilage qu'on appelle cartilage de conjugaison. C'est pourquoi on dit on s'ossifie par mort de cartilage et on croit par activité cartilagineuse. Et c'est cette activité, l'activité cartilagineuse là, qui s'ossifie, qui donne l'os dur. Chez un sujet qui n'a pas encore ses 17 ans, le cartilage là, il est visible. Donc c'est ce que nous cherchons à l'IRM. Alors, oui, tout à l'heure, vous avez parlé de type d'IRM qu'on applique au niveau comment dirais-je, des joueurs. Mais est-ce que ce dispositif, comme vous l'avez dit, comme vous le disiez, cet examen qui consiste donc à faire des images précises sur une partie du corps grâce à des ondes, on l'a dit, et aussi et des champs magnétiques. Est-ce qu'à tout moment, il peut y avoir des erreurs et quelles sont les marges d'erreur s'il y en a? Il y a toujours des erreurs. Oui, il peut faillir jusqu'à un an et demi. De plus ou bien? Oui. Il peut y avoir des erreurs, ça c'est un. Secondo, ça dépend de celui qui interprète. Il faut que ce soit une personne bien avertie. C'est pourquoi, on va le dire, toutes les fois que vous devez accompagner une équipe pour faire l'IRM, il faudrait que le médecin ait la compétence de pouvoir lire l'IRM. Et toutes les fois que vous constatez, vous devez faire les examens, toutes les fois que vous constatez qu'il y a un sujet qui est à discussion, vous l'enlevez, vous amenez un autre. Bon, est-ce que la machine elle est nette à 100%? La fiabilité. Non, la fiabilité pas à l'IRM. 100%. Je dis, il y a des marges de sécurité. C'est l'âge approximatif qu'on donne. Donc, ce n'est pas être à 100%. On dira, il a 16 ans, 8 mois, 16 ans, 9 mois, 17 ans, 1 mois. Donc, ça peut être Alors, docteur, est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut tenir compte pendant le texte IRM? Par exemple, il y a deux frères. Des jumeaux? Non, je ne parle même pas des jumeaux. Vous savez, l'IRM laisse passer le grand frère, mais l'IRM prend le petit frère. Comment vous expliquez ça? Quels sont les facteurs? Une mauvaise interprétation. Du médecin? Celui du réalisateur. Ce n'est pas le médecin qui accompagne l'équipe qui interprète. Mais il y a un technicien de l'IRM qui interprète, qui dit le sujet là à tel âge. Est-ce que la solidité, est-ce que la solidité ou l'endurance des os, ça peut aussi jouer à ce niveau? Par exemple, le petit frère pratique des activités physiques plus dures que le grand frère. Est-ce que cela peut aussi amener la machine à le retenir positif et laisser le grand frère passer? Je venais de l'expliquer tout de suite à la radio aussi. Il y a des cas rares, c'est très rare. Il y a des cas d'accident où on peut prendre un accident sur le poignet gauche. L'os va tarder à se consolider. Même quand vous avez dépassé l'âge, l'os peut prendre du temps à se consolider. Même quand c'est consolidé, vous verrez toujours des traces que ce n'est pas bien consolidé. C'est des cas rares. Mais à dire que le grand frère va être moins consolidé que le petit frère, non. Parce que vous y connaissez très bien. Pour le cas spécifique de la Guinée, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter ce qu'on a connu il y a quelques années? On aurait dû faire l'IRM ici, en Guinée. Parce qu'on a l'IRM à Ambroise Paris, ils sont en panne, je crois. Mais l'IRM à la Caisse nationale, ils l'ont réparé. Et à l'IRM à Donka? Je ne suis pas informé pour le cas de Donka. Oui, j'ai appris qu'il y en a à Donka. Mais chez Bangoura, à Bel-Air, il y a l'IRM. Je crois que c'est même moins cher. Donc on a eu tort de partir sans faire l'IRM en Guinée? Non, il fallait le faire. Ça, pour le cas spécifique. Secondo aussi, nous avons au centre médico-sportif, nous avons la radiographie numérisée, qui est très bien. À partir de la radiographie, là, moi j'ai fait la radiographie de l'équipe nationale de basket, j'en ai fait pour le handball, avant qu'on ne passe devant l'IRM. Et ça nous a donné de bons résultats. La radiographie, là, ça coûte 240 000 francs par rapport à l'IRM qui coûte 3 500 000. Donc on aurait
puis tamisser déjà. Minimiser, oui. Tamisser tous ceux qui doivent être là. Et puis maintenant, ceux qui sont bons là, vous les faites passer en juste demandant d'être très strict. Très strict. Alors, docteur, si vous permettez, est-ce que vous avez été associé, je parle de la médecine sportive, dans la désignation même des médecins ou du staff médical qui a accompagné cette équipe? Est-ce que vous avez été associé à la médecine sportive? Avant, pas maintenant. Non, je parle de maintenant, le cas précis. Non, pas du tout. Ça, c'est grave alors. Docteur, on va toujours partir avec ce problème de l'IRM. Le cas de nos jumeaux, le cas d'espèce de la Guinée. Ouais. Dans cette équipe, il y a 2 frères, c'est des jumeaux. Ouais. Un est passé haut les mains, l'autre a été recalé. Comment expliquez-vous cet état de fait? Je n'ai pas vu, je ne peux pas commenter. Non, dans la science, pas le cas, parce qu'on prend un exemple. Ouais. Mais en parlant de la science, 2 frères qui passent, des jumeaux, qui passent en imagerie à résonance magnétique, le premier passe haut les mains, le deuxième est recalé. Bon, c'est une erreur. L'erreur peut être absolue ou relative. Ça dépend du matériel qui fait la mesure ou ça dépend de celui qui interprète. Et on a constaté également 2 personnes qui sont nées le même jour, presque la même heure, donc donner les mêmes résultats. Oui. Et même si l'un travaille dans les mines, l'autre est dans un palais royal, une année après, on vient les soumettre à l'IRM, doivent donner le même résultat. Dieu merci. Deuxièmement, du côté de Dakar, le professeur Kébé, on est parti avec 30 gamins. Le professeur Kébé avait retenu, je crois, une dizaine, et 20 sont passés haut les mains. Et à la contre-expertise, le même cabinet se contredit en donnant et en récalant d'autres qu'il avait laissé haut les mains. Comment expliquez-vous en tant que médecin? Et ce que je vous ai dit, c'est des erreurs d'interprétation. Est-ce que c'est la même personne qui a interprété ou c'est une autre personne qui a interprété? C'est comme quand vous me demandez de dire la couleur de votre veste que vous portez là. Oui. Je peux donner une couleur, l'autre peut donner une couleur. Selon les maladies de presbytie ou de biopiques que les gens ont. Alors, en pareil cas, qu'est-ce que la Guinée devrait faire? Parce que là, on commence à comprendre que il fallait mettre les atouts de son côté avant de partir à Dakar. Parce qu'il y a eu de la contradiction au sein du même cabinet qui a fait l'IRM pour les mêmes joueurs. Oui. Je crois que le travail de fond doit être fait ici d'abord. Parce que quand vous jouez contre le Sénégal, levez-vous très tôt. Ah oui, surtout quand c'est la Guinée. On ne crée pas d'incident diplomatique. C'est l'un de nos meilleurs voisins. Mais en matière de sport, il n'y a pas de cadeau. Et ça, ils ont raison. Jusqu'à présent, quand vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, on vous demande les jeux du Yafia, du Sili. Ah oui, c'est une référence. Parce que là, les anciens, ils ont toujours ça. Et c'est une vaccination qu'ils ont transmise au sujet. Quand c'est la Guinée, préparez-vous, ils sont talentueux. Oui. Et là, le Sénégal est touché sur tous les plans. Même une virgule, quand vous sautez, vous revenez là-dessus. Oui. Donc c'est là qu'il faut d'abord être très propre avant d'aller au Sénégal. Oui. Je lui avais dit au médecin, qui est un de mes assistants, qui était parti en Sierra Leone avec les juniors, quand ils m'ont dit ils vont jouer contre le Sénégal, j'ai dit levez-vous de très tôt. Et vous voyez ce qui s'est passé. Hein? Après quoi, ils se sont arrangés. Il y a des joueurs qui n'étaient pas... Il n'y avait pas un problème de papier ou de passeport, quelque chose comme ça. Là. Hein? Putain, je lui ai dit, mais si vous jouez contre le Sénégal, levez-vous de bonne heure. Parce que là, vos chefs partent. Non, c'est vrai. Je suis bon ami au Sénégalais. Oui. Le président de l'association des médecins du Sénégal, c'est un ami personnel. Non, c'est nos frères, c'est nos amis. Mais quand c'est le sport, il n'y a pas de détails. Ils mettent les atouts de leur côté. L'IRM qui a été fait en 2019 au Dakar, ils ont caché les résultats. 14 était bon quand on partait. On a ajouté 6, il faut que je revienne là-dessus. On a ajouté 6 parce que l'IRM d'Amouraz Paris était tombé en panne. Celui de la Caisse nationale était... On est en train de la faire. Ce n'était pas fait. Donc on n'avait pas d'IRM. L'entraîneur, en fonction de ses choix, de ce qu'il veut, comme joueur, a pris 6, on a ajouté. Les 6 là ont perdu. C'est depuis là que ça commence. Mais dans la salle, comme moi j'étais là, on sort les schémas, j'interprétais, je donnais les âges. Les Sénégalais, ça les a fâchés. Ils se sont arrangés à me dire que je sois hors de la salle. Oui, moi je vais faire juste amener les joueurs. Mais les 14 premiers que j'avais vus, c'était bon. Ce qui était mauvais, c'est ce qu'on avait ajouté parce qu'on n'avait pas fait leur IRM ici. C'est qu'on a, oui. Non, je voulais juste vous demander, pour éviter
ces cas, parce que déjà c'est un peu récurrent, Isiaga le disait, on a perdu 2 éditions, les médailles ont été retirées, on a perdu la participation à la Coupe du Monde. Et là, on revient les mêmes choses, on revoit encore les mêmes choses. Alors, pour le futur, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous avez une proposition pour que la Guinée puisse éviter ces cas? Oui, on le dit encore, je reprends, comme nous, on est trop africains là, que quand tu laves ton dos, tu laves ton ventre. Pour que celui qui lave ton dos, avant qu'il ne finisse, toi aussi tu as fini de laver le ventre, tu es propre. Le travail, ça doit se faire ici. Moi, j'avais une politique, par exemple, toutes les fois qu'on l'entraîneur regroupait les joueurs, parce que comme vous dites cadet, tout le monde vient. Tous les jeunes Guinéens veulent jouer au ballon. Le sport favori, ici d'abord, c'est le football. Tout le monde veut jouer au ballon. Maintenant, quand on venait de regrouper les gens, 100, 200, moi j'avais des critères d'élimination. Moi d'abord, tous ceux qui ne sont pas à l'école, je les mettais de côté. Pourquoi? Quand le jeune te dit, tu es à l'école, oui, tu es quelle classe, 9e année ou 10e année, tu fréquentes, il dit non, j'ai quitté. Depuis combien de temps? Il y a 3 ans. Quand quelqu'un a quitté en 9e année, il y a 3 ans, il a quel âge maintenant? Ah oui, parce que ou quand il a quitté en 10e année, il y a 3 ans, il a quel âge maintenant? Donc moi, tout ce qui n'était pas de l'école, d'abord, je les mettais. Or, c'est là où il dit quoi? Qu'il faut ramener le foot à l'école. Parce que là, ce sont des structures. On peut mieux avoir à maîtrise à partir des écoles, à partir des professeurs pour décider à quel âge et tout ce qui s'ensuit, que quand on prend les gens dans la rue. C'est ce qui notre problème aussi, c'est ça. Nous avons plein de joueurs petits de talent, mais on les ramasse dans la rue. Et puis, c'est des gens qui ne vont pas à l'école. Mais la particularité de cette fois-ci, c'est que les académies qui sont sur place ont fourni des joueurs et il y a eu des recalés dans les académies. Alors là, il y a problème. Même là-bas, ça manque. Justement. Même là-bas, ça manque. Je suis médecin du sport, je reçois plein de gens. Tu as quel âge? Il me dit, à l'âge footballistique. Comme là, quand on est né, on n'est pas 2 fois, on est 1 fois. Mais quand il dit l'âge footballistique, non. Bon, toutes les fois, c'est problème avec eux là-bas quand je les reçois. Donne-moi ton vrai âge, parce que je n'en ai que faire. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut encore? C'est de très tôt regrouper les jeunes gens de 15 à 16 ans, travailler pendant 1 année pour assurer la relève. Mais tant qu'on ne parvient pas à faire ça, on va toujours avoir des problèmes après. Parce qu'on est désormais tacheté en Afrique. Voilà. Dès qu'on joue en cadet, on nous fouille et puis on nous disqualifie. Parce qu'en Tanzanie, ça s'est fait après la suspension. Aussitôt engagé en tournoi zonal, les cris ont commencé, on est éliminé. On dit qu'on a plus de 10 joueurs qui sont hors normes. La faute à qui? À la Fédération guinéenne de football, aux académies qui nous ont fourni des joueurs, aux médecins qui ne sont pas spécialistes, au ministère qui n'a pas veillé au grain. La faute est à tout le monde, hein. C'est pas une seule personne. Tout le monde ne peut pas être coupable. Non, si. Oui, mais on peut quand même situer les responsabilités. On peut se repartir dans la chaîne. Parce que le Premier ministre est parti au ministère des Sports pour demander des comptes, parce que là, les Guinéens ont été touchés dans les chaînes. On a dit qu'on est récidiviste. Le terme juridique en vaut son pesant d'or. Oui. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Moi-même, j'étais très frustré quand je l'ai appris. Franchement, ça m'a fait mal. Parce que je n'espérais pas à avoir une nouvelle comme ça. Mais quand je dis la faute est à tout le monde, c'est à tout le monde. Dans chaque département où vous allez, vous trouverez qu'il y a peut-être un petit laisser-aller qu'il faut corriger. Si on parvient à corriger tous les laisser, j'en parlais tout de suite pour l'école, pour les enfants qui ne sont pas à l'école. Prenez ceux qui sont à l'école. À la fédération aussi, elle doit désigner les gens qu'il faut. Le ministère, veiller, parce que le ministère n'a pas peut-être tellement à s'imposer sur les fédéraux, mais il y a quand même la possibilité de veiller pour savoir qu'est-ce que vous faites, est-ce que c'est dans les normes. Parce qu'après quoi, les dépenses reviennent à l'État. Oui, quand même. Docteur, dans vos propositions, vous n'avez pas parlé de la médecine sportive. Pour moi, c'est un aspect important. Je crois que antérieurement, tous les médecins qui accompagnaient les équipes nationales, c'était des médecins qui étaient désignés par la médecine sportive. Même si la donne a tendance à changer. Reconnu, effectivement. Est-ce que c'est vous qui fournissez des médecins aux fédérations sportives? La fédération a la latitude de choisir ses médecins.
C'est normal. Auparavant. La médecine du sport est créée pourquoi alors? C'est ce que je vous dis. Vous savez, la médecine du sport relève du ministère des Sports. Oui. Hein? Mais les fédés sont des pouvoirs délégataires. Voilà. Mais on avait écrit auparavant, oui, aux fédérations, aux différentes fédérations, oui, si vous avez besoin de médecins, revenez vers la médecine du sport quand même, pour qu'on vous donne qui le droit. C'est la médecine quand même, ce n'est pas... Il y a ça. Il y a aussi l'association des médecins du sport, qui d'ailleurs travaille en symbiose avec la médecine du sport. Oui. Bon, l'association des médecins du sport, c'est ouvert à tous ceux qui pratiquent la médecine du sport, qui soient donc à Ignastin, même à l'intérieur, parce que nous avons des antennes à l'intérieur. Et on a, même là, on peut déléguer quelqu'un. Bon, comme toi, tu es ici, toi, tu es membre de l'association des médecins du sport, veille sur tel. Il faut qu'on vienne à ça. Sinon, tant qu'on ne vient pas à ça, ça va poser beaucoup de problèmes. C'est pas que je ne veux pas parler de la médecine du sport, mais si on est associé, on fait. Mais si on n'est pas associé, on n'a pas de choix. Oui, mais des fois, il faut pousser les gens à faire ce qu'ils doivent faire. Justement. Parce que ce qui nous est arrivé là... On l'a fait, on l'a écrit. Oui, s'ils ont écrit. On l'a écrit. Oui. Hein? Si on était passé par la médecine du sport, vous aurez filtré, on ne serait pas là, devant la radio, partir vers un des hôpitaux de la place. Une proposition que je vous ai faite tout de suite, à partir même de la radio numérique, on peut décider l'âge. À partir de la radio. C'est 240 000 francs au lieu de 3 500 d'abord. Justement. J'ai fait l'IRM plusieurs fois. Vous avez reçu le président pas ici. Je l'ai fait avec lui, avec le basket. Et quand vous regroupez les enfants, ils sont 100. Sur 100, vous pouvez trouver 6, 8 ou 10 qui sont bons. C'est pas combien d'argent jeté? Oui. Par rapport à 240 000. Oui, oui. Ça nous a manqué la méthodologie. Peut-être que les gens ne sont pas en train de comprendre la même chose que moi, mais là ce côté me dérange. Dans ce processus de texte IRM, on parle aussi de niveau 1, niveau 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Niveau 1, c'est quand c'est des sujets qui ont 15 ans, 16 ans. Et niveau 2, c'est ceux qui ont 16 ans, quelques mois. Niveau 3, c'est ceux qui sont carrément dans la fourchette des 17 ans plus. Et 6. Oui. Il faudrait qu'ils aient 17 ans en phase finale. En phase finale, normalement. Oui. Il aura 17 ans en phase finale. Comme carrément 17 en phase finale. Juste là. Mais il y a un niveau 4, 5 là. Et c'est fini. Là, c'est consolidé. C'est des bangbalais. Alors, docteur, on est sur le point de se quitter. Leçon à tirer de cette honte à répétition. N'ayons pas peur des mots. Non, justement. La honte à répétition. Et à quel niveau il va falloir se baser pour tirer les leçons et de sanctionner les fautifs? Je l'ai dit déjà, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vais les citer les niveaux. J'ai fait la proposition suivante. En Guinée, on attend quelquefois à 1 mois, à 2 mois de la compétition pour désigner le staff technique. Ils ne peuvent faire qu'un travail ramassé. Faites-le 1 an avant. Désignez les gens 1 an avant. D'accord. 1 an avant, ils ont toute la latitude de prendre les sujets jeunes et de travailler. Même quand ils doivent s'entraîner 2 fois, 3 fois par semaine, 2 fois 3, mais en attendant, il faut qu'il y ait des suivis. Ça nous manque. Et vous avez vu, quand on a toujours produit de bons cadets, mais par après, les cadets là disparaissent. On ne les trouve pas en junior. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas les conserver. Alors que si on les conserve, ça va faire moins de dépenses. Parce qu'ils seront là déjà en junior. C'est la continuité. Ramener les quelques-uns qui vont se pointer, qui vont être meilleurs que les autres. Donc, ramener le football à l'école. Et dans les oui. Monsieur le directeur de l'Institut le disait ici. Je ne sais pas s'il l'a dit. Mais ramener le sport à l'école. À l'école, c'est une structure. Mais le sportif de haut niveau, c'est qui? C'est tous les joueurs qui jouent avec une licence. C'est eux les sportifs de haut niveau. Ceux qui jouent dans la rue là, ça c'est le bas niveau. On n'a pas de maîtrise sur ceci. On ne sait pas ils font quoi. Et puis, savoir choisir les encadreurs qu'il faut. Parce que la grande équipe commence par l'encadrement. Quand vous avez un petit encadrement, vous aurez une mauvaise équipe. Mais quand vous avez un bon encadrement, vous allez avoir de la merveille. Surtout que ce n'est pas le talent qui manque au Guinée. Oui, c'est la méthodologie. J'ai une fois soigné un Ghanéen. Quand je lui ai dit, ça c'est le Brésilien de l'après-midi. Non,
Les Brésiliens d'Afrique, tout le monde sait que c'est vous. Mais c'est la rigueur qui manque dans le travail. Et tant qu'on n'a pas la rigueur, ce sera toujours comme ça. Et ce sera ces situations de répétition perpétuelle, dommage pour nous. Docteur, merci d'être venu sur ce plateau, nous sommes édifiés. Merci. Chers collègues, merci d'être venus. Kuntegi. Merci, c'est un plaisir. Kiboula. Merci, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, merci si vous êtes en Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité à la chaîne nationale. Le service des sports vous retrouve dans cette même émission en mode rediffusion à partir de mardi à 15h temps universel. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci et passez une très bonne soirée chez vous. Au revoir.